Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en votre compagnie pour un nouveau numéro de l'échiquier international et un nouveau thème d'actualité qui sera soumis au débat avec nos invités. On se retrouve dans un petit instant pour en parler. Et ce soir, je vous propose de regarder de plus près les derniers développements en Chine. La Chine qui a annoncé hier la hausse de son budget de défense pour l'année 2023. En langage des chiffres, cela signifie que les dépenses militaires de la Chine s'élèveront désormais à plus de 1 553 milliards de yuan, soit 225 milliards de dollars. On parle ainsi d'une augmentation de 7,2%. C'est la plus forte depuis 2019. Le budget militaire de la Chine préserve ainsi sa deuxième position derrière les États-Unis qui dépensent pour leur défense, il faut le dire, 3 fois plus. Alors, une telle nouvelle aurait pu éventuellement passer inaperçue si ce n'est le contexte. L'annonce de Pékin intervient, il faut le dire, dans un contexte de tensions internationales. Conflit en Ukraine, crise de Taïwan, la montée en puissance de la Chine est aussi depuis un certain temps scrutée, guettée par les Occidentaux. Et cette décision chinoise, vous l'aurez compris, suscite en tout cas leurs inquiétudes. Alors, que signifie une telle décision? La Chine se prépare-t-elle à une éventuelle guerre au moment où on vit clairement une véritable course à l'armement en Europe et même dans tout le monde entier? On va en débattre avec nos invités ce soir. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Li Wan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste de la Chine et des échanges sino-européens. Vous intervenez souvent dans des universités en France sur des sujets en lien avec la stratégie internationale de la Chine. Et je commencerai d'ailleurs avec vous, Li Wan. La Chine, deuxième puissance militaire mondiale, augmente encore son budget de défense pour 2023. Qu'est-ce que cela signifie clairement? Où ira principalement cet argent, Monsieur Li Wan? Bonsoir tout le monde. Je pense que c'est tout à fait normal pour la deuxième puissance mondiale. Si on regarde le PIB par habitant et si on regarde le budget militaire par habitant ou alors le budget militaire par kilomètre carré, la Chine est loin derrière certains pays dans le monde. Donc effectivement, vous avez parlé des tensions éventuelles en Asie et dans le monde. Je pense que c'est tout à fait normal pour une grande puissance de se procurer des moyens de se protéger. Si vous voyez un peu où se trouvent les bases militaires américaines et les bases militaires chinoises, vous aurez compris que la Chine ne prépare pas à la guerre, la Chine prépare à se défendre. Oui, la Chine présente justement son armée comme défensive. Justement, je voulais savoir, donc la Chine investit massivement dans la modernisation de ses forces armées, de ses équipements. Que cherche à votre avis la Chine? Quelles sont ses intentions en matière de sécurité, Monsieur Li Wan? Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la première puissance mondiale qui est agitée, qui est angoissée, qui cherche en fait à s'imposer plus que jamais dans le monde, à la fois en Europe, en Afrique et en Asie. Donc je pense que c'est tout à fait normal pour la Chine de préparer à se défendre parce que la sécurité est primordiale pour tout le monde, pour tous les pays. Je pense que si on regarde vraiment les chiffres, le budget militaire chinois ne représente que 1,5% du PIB national. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas à crier au loup, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Comme vous avez une maison plus grande, vous changez une porte plus solide, vous changerez les serrures plus efficaces. Et c'est tout à fait normal, je pense, dans un processus de la Chine. Elle s'est lancée dans un processus de modernisation militaire depuis je dirais une vingtaine d'années. Avant, c'était une armée qui est grand nombre, mais très faible en technologie. Donc je pense que c'est surtout une modernisation qui est nécessaire. Et ensuite, j'ai des amis dans l'armée. Oui. Et vous savez, c'est important aussi pour les militaires d'avoir un bon salaire. Et ça, c'est aussi très important. Donc, pour que les soldats et les officiels soient tranquilles dans leur vie familiale et leur vie quotidienne. Donc, ces augmentations de salaire et ces augmentations de budget technologique présentent surtout
ça traduit en fait cette augmentation militaire. Mais en aucun cas, la Chine a adopté une politique militaire offensive. Je pense que c'est toujours une puissance stabilisateur dans la région et dans le monde. Très bien, donc on l'a compris, la Chine se veut rassurante, elle présente son armée comme purement défensive, comparée aux États-Unis, Gamal Abina, qui dépense, rappelons-le, 3 fois plus pour sa défense, et les États-Unis sont aussi déployés militairement un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que l'objectif de la Chine est détrôner les États-Unis ? Non, c'est pas un objectif de concurrence. Les Chinois se mettent à l'abri, ils ont raison. N'oublions jamais que la Chine a subi beaucoup de guerres d'agression de par le passé, parce que ce n'est pas les Chinois qui agressent depuis le début. Ils ont subi les Japonais, on s'en souvient, ils ont subi la guerre indirectement par la Corée du Nord quand il y a eu l'invasion américaine entre 50 et 53. Ils ont aidé le Vietnam aussi. Ils ont aidé pas mal de pays limitrophes par rapport à l'Asie pour ramener la paix, parce que c'est surtout une démarche de pacification de la région qu'ont les Chinois, contrairement aux États-Unis qui, pendant 30 ans, alors que la guerre froide était finie, n'ont cessé d'augmenter leur budget militaire dans des proportions abyssales. C'est le pays qui a le budget le plus important au monde, les États-Unis. La Chine ne reprend qu'un tiers. Et pour donner une idée bien précise, quand on dit toujours les États-Unis, ils se positionnent toujours comme des victimes qui sont systématiquement dans des postures offensives et qui occupent énormément de territoire dans le monde. Ils occupent toujours le Japon, j'en oublie ça. Il y a toujours des bases américaines au Japon et c'est une occupation militaire à la suite de la défaite du Japon qui a quand même plus de 70 ans maintenant. Oui. Ils occupent toujours l'Allemagne, ils occupent toujours les Philippines, ils occupent toujours tout un tas des îles Diego Garcia. En Afrique, il y a beaucoup de bases américaines. Bref, les États-Unis sont à peu près implantés un peu partout dans le monde et on reproche aux Chinois de rattraper difficilement, mais maintenant de façon accélérée, le retard. C'est vrai en matière de technologie, puisque les Chinois avaient une armée pléthorique, c'est vrai, ça vient d'être souligné. Mais aujourd'hui, ils cherchent à développer une armée de technologie haute avec des systèmes balistiques performants. Ils maîtrisent aussi, comme les Russes d'ailleurs, les missiles intercontinentaux hypersoniques. Mais surtout, ils ont développé leur propre système de sécurité aérienne. Les avions sont chinois aujourd'hui, les missiles sont chinois. Et pour donner quelques chiffres rapides, oui. La Chine ne possède que 350 têtes nucléaires, largement loin derrière les États-Unis et la Russie. Mais surtout, la Chine peut mobiliser 2 millions d'hommes qui sont sous les drapeaux immédiatement, avec une répartition comme celle-ci, je dis rapidement, 1 million pour l'armée de terre, 400 000 dans l'armée de l'air, donc ça signifie que les Chinois investissent le ciel et ils ont raison là aussi. Sur la mer, ils ont 260 000 hommes et sur le peloton, entre guillemets, des soldats mobilisables pour les missiles de défense, donc c'est bien des systèmes défensifs, c'est 120 000 hommes qui sont opérationnels, hommes et femmes d'ailleurs. Les Chinois ne font pas de différence entre les hommes et les femmes par rapport au traitement de l'armée. Et donc tout cela pour dire que si la Chine mobilise autant de moyens, c'est qu'est précisément, encore récemment avec la visite de Nancy Pelosi, qui est une visite extrêmement agressive sur la question de Taïwan, oui. Les Chinois veulent récupérer leur souveraineté sur leur territoire et voient bien qu'ils sont entourés, il ne faut pas le perdre de vue, de bases américaines hostiles. Donc il est normal qu'ils se prémunissent et comme dirait Napoléon, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Alors soulignons tout de même que la Chine augmente son budget donc militaire chaque année, sauf que depuis l'année dernière, le contexte a changé, messieurs, vous le savez. Il y a donc ce conflit en Ukraine, le contentieux, vous l'avez cité, donc à Taïwan. Avec ce contexte, cette montée en puissance de la Chine inquiète les Occidentaux, Gamal Abina, et même l'OTAN. Cette fois-ci, on va expliquer justement avec vous pourquoi l'OTAN s'inquiéterait cette fois-ci de cette augmentation du budget de défense de la Chine. Vous savez, je prendrai l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord n'a jamais, je dis bien depuis le début de leur existence, jamais agressé aucun pays. Ils ont subi une guerre d'agression des Japonais, c'est connu et documenté, mais ils n'ont jamais agressé personne. En revanche, ils ont été agressés durement dans les années 50 par les États-Unis, emportés effectivement par les forces de l'OTAN, parce qu'ils n'étaient pas seuls, les États-Unis, à ce moment-là. Beaucoup de pays intervenaient, particulièrement otanesques. L'Iran n'a jamais agressé personne, a subi une guerre d'agression pendant 8 ans de l'Irak, et l'Iran est considéré comme un pays agressif, alors qu'ils ne sortent pas de leurs frontières. Eh bien, c'est pareil pour la Chine. On prétend que la Chine voudrait agresser les territoires alentours, alors que la Chine, c'est 20 fois la superficie de la France. Elle n'a donc pas besoin d'extension territoriale. En revanche, la Chine, effectivement, a une politique très offensive, et non pas agressive, très offensive sur la question de l'économie. Les Chinois sont très bien placés par rapport à l'économie. Et c'est vrai que le nouveau président Xi Jinping, qui a été reconduit dans ses fonctions, se positionne dans une posture beaucoup plus offensive sur le terrain militaire, puisqu'il y a maintenant une base qui se trouve en Afrique, la seule base chinoise à l'extérieur des frontières quasiment, qui est une base qu'on trouve du côté de... D'ailleurs, il y a une base française juste à ses côtés, oui. Du côté de... J'ai plus le nom de ce pays. C'est marrant. L'Afrique de l'Ouest, de l'Est.
Oui, vous parlez... Pas Djibouti, Djibouti, excuse-moi, Djibouti, ça, j'ai un petit écart. Donc la base de Djibouti, c'est la seule base chinoise en dehors des frontières. Parce que les Chinois ont une tradition très longue et très bénéfique pour le coup. Ils ont toujours dit, nous avons les moyens de sortir de nos frontières, mais nous le ferons pas. Et d'ailleurs, à l'époque des empires chinois, ils ont brûlé toute leur flotte. Faut pas l'oublier. Oui. C'est une posture politique intéressante dans la mesure où les Chinois étaient les premiers à maîtriser l'outil militaire explosif. Ils savaient parfaitement faire des bombes, mais ont refusé de les utiliser parce qu'ils considéraient que ça manquait d'honneur de tuer un adversaire qui ne puisse pas se défendre. C'est vous dire un peu la mentalité chinoise qui n'a rien à voir avec celle de l'OTAN, qui est très offensive, très agressive et qui, depuis le conflit avec la Russie, se cherche des ennemis à droite et à gauche. Alors, Li Yuan, justement, sur l'OTAN, on avait entendu le chef Jens Stoltenberg, le chef de l'Alliance Atlantique, qui avait évoqué cette possibilité selon laquelle la Chine pourrait fournir des armes sophistiquées à l'Ukraine. On connaît cette proximité entre donc la Chine et la Russie. On connaît aussi cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que la Chine pourrait représenter aussi un défi pour tous les autres membres de l'OTAN ? Quand on regarde l'OTAN, on regarde qui est dedans. Il y a les États-Unis et les pays européens. Nous n'avons pas de dispute territoriale ni avec les États-Unis ni avec les Européennes. Donc, je pense que les Européennes, dans ce conflit-là entre l'Ukraine et la Russie, l'Europe est prise en otage par les Américains. Donc, ils sont obligés d'avaler, je dirais, ce fruit amer de couper les liens économiques avec la Russie et de subir, en fait, le bombardement, je dirais même un acte terroriste, d'avoir le gazoduc, je dirais, saboté. Oui. Et voilà, je pense que l'Europe, aujourd'hui, est une des victimes de l'histoire. Et on parle de la Chine. Je pense que d'abord, c'est une différence civilisationnelle. Vous avez pour certaines civilisations, la paix rapporte plus que la guerre. Oui. Quand on a la paix, on peut faire commercer, on peut s'enrichir. Alors que pour d'autres, c'est avec la guerre qu'on s'enrichit. Si on regarde l'histoire de la Chine, avec une des armées la plus puissante du monde et une des économies plus puissantes du monde pendant des siècles, des dizaines de siècles, la Chine n'a pas grandi trop sa frontière au-delà de où elle pense nécessaire pour se défendre. Et alors que si on regarde un peu la culture européenne, c'est toujours au-delà de leurs frontières. La conquête est toujours de l'honneur. Alors pour la Chine, la défense de sa maison est plutôt honorable. Donc, pour le conflit ukrainien, russo-ukrainienne, je pense que la Chine est tout à fait dans une posture de neutre, dans une posture de stabilisateur. La Chine ne va pas aider la Russie, la Russie n'a pas besoin d'aide. La Chine n'a pas d'alliance militaire avec la Russie, oui. Contrairement à ce que les inquiétudes des autres pays OTAN et des États-Unis, ils disent que la Chine pourrait jouer un rôle en fait en faveur de la Russie. Non, nous avons une relation tout à fait souveraine avec la Russie comme avec les États-Unis. Et pour preuve, ce plan de paix que propose actuellement la Chine en faveur d'une résolution pacifique de ce conflit. Voilà, effectivement, nous devons comprendre. Aujourd'hui, pour les États-Unis, dans leur narratif, il y a le seul méchant de l'histoire, c'est la Russie, alors que pour la Chine, non, nous n'avons pas de vrais méchants dans l'histoire. S'il faut avoir l'origine de ce conflit, il faut voir depuis les décennies passées. Si on regarde un peu les frontières de l'OTAN, on comprendra que qui cherche le problème contre qui. Donc, je ne défends pas la Russie parce que c'est toujours, je pense que c'est toujours une violation de droit international d'aller envoyer son armée au-delà de ses frontières. Mais on ne peut pas s'arrêter là dans son analyse. Sinon, je dirais, c'est un outrage intellectuel. C'est pas ça seulement les faits. Il faut regarder au-delà. Pourquoi la Russie aurait produit cet effet? La Russie est je ne sais pas combien de fois plus grande que l'Ukraine et de l'Europe, n'a pas besoin de territoire en plus. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle se sent menacée. Peut-être pour les OTAN, c'est normal pour les pays de l'OTAN. On doit élargir, c'est tout à fait dans notre tradition, alors que pour les autres pays, on sent une menace. Donc à ce moment-là, il faut négocier, il faut s'asseoir sur la table pour négocier. Alors que dans cette histoire, il y a des gens, je pense que l'OTAN refuse de négocier. Du coup, ça produit à une situation telle qu'aujourd'hui. Donc, soit on négocie, soit on continue la guerre. Alors que pour les États-Unis et les pays qui suivent, en fait, sont obligés de suivre. Oui. Et on fait la guerre, on doit continuer à faire la guerre. Alors pour la Chine, non, la guerre n'est pas nécessaire.
on doit trouver la cause centrale ou l'origine du problème. Si on ne traite pas l'origine du problème, on aura des conflits qui viennent encore et encore, même si cette guerre-là peut-être s'arrêter à un moment donné, mais d'autres conflits militaires vont revenir. Alors pour solutionner tout l'ensemble de problèmes, il faut attaquer la cause centrale, la racine. Alors que la racine, je pense aujourd'hui, c'est le géopolitique entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN. Donc il faut trouver une solution là-dessus. Gamal Abina, votre position sur cette question face à ces thèses que veut propager l'OTAN sur ce présumé soutien militaire que proposerait donc la Chine à la Russie, quel devrait être le traitement des autres membres de l'OTAN face à la Chine? Vous savez, la version accusatoire est un sport national en Occident. Ils vont agresser les Chinois en prétendant que les Russes seraient soutenus par eux, ce qui n'a absolument, sur le plan militaire, aucun sens. La Russie a des capacités considérables sur le plan militaire, elle n'a pas besoin de la Chine. La Chine n'a pas participé à ce concert de nations, donc occidentales, uniquement occidentales, pour les sanctions contre la Russie, parce qu'elle considère effectivement que la Russie inquiète sur ses frontières, a un mouvement de défense. Alors elle considère, ça vient d'être dit à l'instant par notre interlocuteur, que ce n'est pas bien d'envahir un pays, mais en même temps, les motivations, elles s'expliquent par un conflit qui est antérieur. J'ai envie de dire simplement, c'est que du côté chinois, on va regarder rien que la tradition chinoise, que ce soit du temps de l'Empire chinois, et l'Empire, c'est l'Empire du milieu, donc ça ne reste que dans les frontières chinoises. C'est pas un empire impérial qui a colonisé, contrairement à l'Occident. À l'époque, le plus grand dealer du monde était la reine d'Angleterre, Victoria, qui a refusé, lorsque l'empereur de Chine lui a demandé d'arrêter le commerce de l'opium pour droguer la population et la détruire, elle a refusé d'arrêter ce trafic de drogue. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc les Chinois ont une mémoire longue, se rappellent parfaitement de cette humiliation qui a duré que trop longtemps, et que ce soit de Zhou Enlai jusqu'à Xi Jinping aujourd'hui, lorsque le Chinois dit quelque chose, en règle générale, je parle de dirigeants chinois, lorsqu'ils disent quelque chose, leur parole a de la valeur. Parce qu'à l'Est, la valeur, c'est quelque chose de sacré. Dans le monde arabo-musulman, dans le monde oriental, qu'il soit russe ou évidemment chinois, tous ces peuples-là partagent en commun le principe de la parole donnée. En Occident, vous signez un document de paix avec les Occidentaux, on ne peut pas leur faire confiance. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Il y a toujours eu une certaine méfiance vis-à-vis de la Chine, du côté occidental. Alors, il faut savoir que c'est la Chine qui a inventé le commerce international. Quand on les reçus, ce n'est pas l'Occident. C'est les Chinois qui avaient besoin d'argent d'Amérique du Sud en passant par l'Espagne pour créer ce commerce international. Ils ont donc été la première économie mondiale il y a 4 siècles. Après, ils ont été détruits par toutes ces manœuvres frauduleuses des Occidentaux. Mais ceux qui ont des raisons de craindre, ce ne sont pas les Occidentaux. Ils ne craignent pas la Chine qui ne veut pas envahir qui que ce soit. La crainte, c'est plutôt des Chinois, des Russes et d'autres pays qui ont subi ou qui peuvent subir des guerres d'invasion. Bien évidemment, les Chinois et les Russes, aujourd'hui, ont le parapluie nucléaire et une armée suffisamment solide pour faire face à une guerre d'agression. Mais je suis désolé, depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide, ceux qui agressent et qui font les guerres en permanence dans le monde, ce sont les États-Unis et leurs affiliés occidentaux, français, anglais, espagnols, italiens, bref. On a vu la Libye, on a vu la Syrie, on a vu l'Afghanistan, l'Irak. Voilà le bonheur, ou la Somalie, on voit le bonheur occidental lorsqu'il s'exprime à l'extérieur des frontières. Il y a pourtant des initiatives, permettez-moi, Gamal Abina, il y a pourtant des initiatives émanant des Occidentaux. On a vu dernièrement la visite du chancelier allemand Scholz en Chine. Il aura bientôt, prochainement, une visite du président français Emmanuel Macron, qui a annoncé donc se rendre bientôt en Chine. Comment interpréter ce genre d'initiative ? Ces initiatives qui n'ont aucun sens. Quand les Européens vont en rang dispersé pour discuter avec les Russes ou avec les Chinois, leur parole n'est pas prise au sérieux. La France et l'Allemagne auraient dû y aller ensemble. C'était une possibilité. Mais j'ai envie de dire, vous me parlez d'initiative de paix, puisqu'on parle de paix par rapport à la question ukrainienne. Oui. Les Chinois ont proposé dès le 24 février un plan de paix qui soit honorable, qui permette de conserver ce qui reste de l'Ukraine aujourd'hui, puisqu'il reste 80% du territoire encore intègre. Et manifestement, l'Occident, donc les États-Unis, pour être très clair, les Européens ne font que répéter ce qu'on leur dit de dire, l'Occident considère que ce n'était pas un plan de paix sérieux. Il me semble que la Chine, qui n'est pas partie prenante dans le conflit, était au contraire un acteur intéressant, tout comme d'ailleurs la Turquie l'a été dès le départ. Donc en vérité, la question qu'on doit se poser, c'est à qui profite le crime ? Quel intérêt de continuer un conflit inutile et de créer une tension économique mondiale, alors qu'on pourrait, par une négociation directe voulue par les Russes, rappelons-le tout de même, on pourrait obtenir une sortie de crise honorable. Aussi. Et par les Chinois aujourd'hui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Li Yuan, on revient justement sur ce plan de paix, sur les initiatives, donc sur le traitement que devraient réserver les Occidentaux à la Chine. Quelle est votre position sur les relations entre l'Europe, les Européens et les Chinois ?
Vous savez que quand on dit les Occidentaux, souvent mes amis français autour de moi ne sont pas d'accord avec ce mot-là parce que les Occidentaux ne vont pas tout mettre dedans. Il n'y a pas des intérêts tout à fait pareils entre la France, l'Allemagne et les États-Unis. Par contre, les États-Unis forcent plus ou moins l'Europe à la suivre. Si on ne suit pas les États-Unis, on aura des sanctions ou des coups un peu sales. Par exemple, je parle des sous-marins australiens, par exemple, etc. Donc, c'est un grand frère qui n'est pas tout à fait gentil avec ses petits frères. Et en même temps, je pense que la France, je parle de la France, où je suis, la France est un grand pays. Avec De Gaulle, il y avait une grande vision. La France était une grande puissance entre deux camps. Aujourd'hui, cette importance de la France est en train de diminuer, en train de suivre les États-Unis. Alors que pour la Chine, on souhaite que l'Europe soit prospère. Si l'Europe est prospère, l'Europe est indépendante. Si l'Europe n'est pas prospère, l'Europe n'est pas indépendante. Si elle n'est pas indépendante, on produit ce genre d'effet, c'est qu'ils sont obligés de suivre les États-Unis. En fait, ce coup-là, géostratégiquement parlant, les États-Unis ont joué un très bon coup. Ils ont coupé les liens entre l'Europe et la Russie. Ils ont forcé les Européennes de les suivre militairement et économiquement. Ils sont obligés d'acheter les gaz très chers, sales d'ailleurs, gaz de schiste américaine, très chers. Et du coup, on voit bien aujourd'hui, demain, à Paris, il y aura une grande manifestation contre l'ensemble des situations sociales qui ne va plus en Europe, en France. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple ne peut plus supporter ce genre de choses. On a de l'argent, on envoie à quelques milliers de kilomètres, alors qu'on a des problèmes internes à résoudre. Je pense que, si on revient sur la Chine, aujourd'hui, à ce moment, il est en train de passer les deux sessions, c'est-à-dire la session de l'Assemblée populaire nationale et la session de conférence de consultation politique. Donc, les deux sessions, le problème de la Chine se résout à l'intérieur. Si la Chine arrive à bien travailler et arrive à bien organiser sa société, c'est difficile de vaincre la Chine. On est invincible au moment que nous, on est bien organisé à l'intérieur. Donc la Chine n'a pas d'ambition à l'extérieur. Par contre, pour les autres puissances... Alors justement, vous me tendez la perche. Monsieur Li Yuan, il nous reste pratiquement 3 minutes avant la fin de cette émission. Face à cette montée en puissance de la Chine, j'aimerais qu'on s'intéresse aux relations que souhaite entretenir la Chine avec le reste du monde. Quelles sont ces aspirations lorsqu'on sait qu'on est face à une émergence d'un nouvel ordre mondial, Monsieur Li Yuan? La Chine, en tant que l'ancienne agressée de l'histoire, pendant la montée en puissance de l'Occident, la Chine a considérablement développé. Et dans sa mémoire, il y a des moments un peu difficiles. Je pense pour elle, c'est ne pas les revivre. Hein, c'est la première importance. Deuxièmement, ne pas les faire subir aux autres, parce que c'est des moments très difficiles. La Chine n'a pas d'esprit de conquérant. On ne va pas au-delà de ces frontières. Par contre, ce qui nous appartient, on ne va pas les perdre. On ne peut pas les perdre. C'est inadmissible de les perdre. Donc, je parle de la Chine méridionale et Taïwan, par exemple, et on ne va pas au-delà. Par contre, si on voit un peu où se trouvent les guerres aujourd'hui, partout dans le monde, on verra une autre vision du monde. Avec le reste du monde, la Chine a une vision qui s'appelle la communauté à destin commun. Nous sommes dans un village. Il faut bien avoir une relation cordiale avec tout le monde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des défis mondiaux à relever ensemble. La pauvreté, le développement durable, le problème de l'environnement, tout ça, on ne peut pas le faire à un seul pays, alors qu'on a la même maison. Si on a des problèmes en Afrique, on aura des problèmes en Europe, on aura des problèmes d'immigration en Asie. Donc, il faut co-développer, il faut il faut regarder l'avenir ensemble. Oui. C'est ça la vision du monde. C'est ça, c'est cela. Donc, c'est l'approche, en tout cas, que souhaite propager la Chine. On va clairement vers un monde multipolaire. Dernier mot, Gamal Abina, pour conclure. Pour conclure, je dirais que l'objectif américain, c'était casser ce qu'on appelait Eurasie, la construction d'une économie intégrée entre l'Europe et l'Asie. Alors l'Asie, c'est quoi? C'est évidemment l'Europe orientale, mais c'est aussi la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie, qui passait par la Russie, qui est passée par l'Afrique du Nord pour rejoindre l'Europe. Tout cela était un objectif des États-Unis pour détruire cette intégration économique, parce qu'évidemment, si cette intégration se faisait, les États-Unis disparaissent littéralement du marché mondial. Donc il est vrai que la raison pour laquelle ces guerres sont menées, ces provocations par rapport à la question de Taïwan sont là, ce n'est pas par des questions simplement de politique ou de liberté, c'est aussi pour une question avant toute chose économique.
Merci Gamal Abina pour cet éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.